moment donné, il s'est mis à parler qu'il était là avec Yersin, et qu'il se plaisait parce que c'est une vie passionnante, tout ça. Et je lui dis, pourquoi tu nous en parlerais pas? Voilà. Et donc ça s'appelle l'alpaga. Et donc il a accepté, comme ça, et on a improvisé. Et ça fait plaisir de voir une salle pleine, même si ce n'était pas annoncé dans le catalogue des cours, etc. Je te laisse. La parole. Voilà. Bonsoir, vous m'entendez? Oui, parfait. Bonjour à toutes et tous, et merci d'être venus pour cette première séance sur la vie de Yersin. Alors, ce titre vous paraît peut-être un peu provocateur. Pas tout à fait. Si vous faites un micro-trottoir, comme on dit, eh bien vous aurez souvent des réponses surprenantes. Yersin, qui ça? Bon. Ou bien, ah oui, oui j'ai entendu ce nom-là une fois, ou l'autre. Ou bien encore, ah oui, je connais, mais ça c'est plus rare, c'est le découvreur du bacille de la peste. Oui, effectivement, la très grande notoriété que Yersin a pu avoir en France et dans le monde, surtout à la fin du XIXe siècle et début du XXe, c'est du fait de cette découverte majeure qu'il a faite du bacille de la peste. Alors, on ne va pas parler aujourd'hui du bacille de la peste, on en parlera sur la deuxième ou troisième séance. Grande notoriété, ça se comprend très bien parce que la peste était, depuis des siècles, un fléau, une catastrophe, un cataclysme qui touchait de façon imprévue les populations, en tuant d'ailleurs une proportion souvent élevée et parfois majoritaire. Alors cette grande notoriété pour cette découverte a malheureusement eu un contre-effet, c'est celui d'occulter toutes les autres création, révélation, activité de ce personnage hors norme. Et pire, maintenant, il est tombé en France, en tout cas, quasiment dans l'oubli. Et à la différence de ce qui se passe au Vietnam, où là, il reste un personnage célébré, admiré, considéré comme un grand bienfaiteur de l'Indochine. Alors, ce que je prévois de faire, c'est de vous raconter cette vie, non pas sur un mode romanesque, comme ça a été fait avec beaucoup de talent par ailleurs, mais d'une façon plus chronologique, plus factuelle, plus inspirée par les sources primaires historiques, et ces sources, elles ont été, je vous montrerai tout à l'heure sur une diapositive, des biographes. Et le principal, c'est Henri Mollaret, qui est un pastorien lui-même. Et également, je me suis basé sur les écrits de Yersin, que ce soit les rapports qu'il pouvait faire, les récits qu'il a écrits, mais également et surtout peut-être, ce qui nous en dit beaucoup sur l'homme, les lettres privées qu'il envoyait à sa mère avec une grande régularité. Alors, le programme, le voilà. La première séance, c'est aujourd'hui. Nous parlerons de son enfance, de sa formation et de sa période parisienne. Puis, dans 15 jours, c'est férié la semaine prochaine, dans 15 jours, ce sera la rupture par rapport à une carrière qui semblait toute tracée de grands savants à l'Institut Pasteur, celui de partir loin et de faire autre chose. Troisième séance, ce sera la peste. La peste, cette mission qui lui a été confiée et qu'il a remplie avec tant de succès. Ensuite viendra l'après cette grande découverte, celle du retour vers la bactériologie en créant un institut Pasteur à Nha Trang,
petite ville qui n'était absolument pas destinée à devenir un centre aussi important, et avec des activités qui n'ont pas été que bactériologiques, vous le verrez, et ça fait toute la richesse de ce personnage. 5e séance, je parlerai de Dalat, puisque Yersin est à l'origine de la découverte du site où sera installé Dalat, et la création de l'école de médecine, tout ça sous la houlette de Paul Doumer, avec qui il a beaucoup travaillé et collaboré. 6e séance et dernière, ce sera plus réflectif sur qui était cet homme, quelle était sa personnalité, quels étaient ses rapports aux autres et quelles étaient ses passions. Alors, concernant les sources, voilà, je vous marque les principales pour ce thème d'aujourd'hui. La biographie de Yersin d'Henri Mollaret et Jacqueline Brossolette, celle de Noël Bernard, qui a été son successeur à l'Institut Pasteur d'Indochine, qui a fait une biographie également très intéressante, mais moins sourcée et moins détaillée que la première. Et puis, au milieu, un livre qui ne se trouve pas en librairie parce qu'il n'a pas été édité, qui est la transcription minutieuse et très exacte de tout son courrier personnel depuis 1878, vous verrez l'importance, jusqu'à 1940, c'est-à-dire proche de sa mort. Et ce bouquin est consultable à l'Institut Pasteur, à la bibliothèque. L'Institut Pasteur a été aussi une source importante de données parce qu'ils ont numérisé beaucoup de choses, et il est possible sur le site d'aller à la recherche de beaucoup de documents. Ils ont numérisé, page-mot, c'est le patrimoine numérisé de l'Institut Pasteur. Voilà, alors on va se lancer dans cette biographie non romancée. On commence par le commencement, sa naissance. Et une naissance qui se fait dans des circonstances un peu dramatiques, puisque son père est décédé 3 semaines avant sa naissance. C'est-à-dire qu'il est né orphelin. Il est né à Aubonne. Alors je vous ai mis ici la carte du lac Léman. Vous voyez à droite Lausanne. Vous voyez au milieu Morges, qui sera le village de son enfance. Et Aubonne, j'ai souligné en rouge, qui est son lieu de naissance. En fait, il est né tout à côté, à Lavaux, qui est le site de la poudrerie de la Suisse française, dont son père était l'intendant. C'est le terme officiel, bon, bref, c'était le directeur, quoi. Et ce directeur, ça ne faisait pas très longtemps qu'il avait été nommé, il y avait 18 mois ou 2 ans qu'il était en poste, mais il avait déjà fait énormément de choses. Je parlerai un tout petit peu de lui pour dire que c'était un homme très intéressant aussi, qui a été enseignant en sciences naturelles, donc passionné de tout ce qui concernait la nature, etc. Et en même temps, il était, à titre officieux, entomologiste, mais un entomologiste de très haut niveau. C'est-à-dire qu'il appartenait à la Société de sciences naturelles du Pays de Vaud et il publiait régulièrement dans les revues d'entomologie. Il s'intéressait plus spécifiquement aux coléoptères et aux orthoptères. Et pour vous dire à quel point il était hyper spécialisé, lorsqu'il est mort, il travaillait sur le système nerveux de je ne sais plus quel coléoptère et de son fonctionnement. Enfin bon. Donc, très haut niveau. Mais le pauvre Alexandre Yersin, puisque là je prononce son prénom pour la première fois, c'était un peu volontaire, hein, je vous expliquerai pourquoi.
ce pauvre Alexandre naît dans une situation dramatique. Sa maman vient d'être veuve, lui, il est orphelin avant même de naître. Il naît heureusement dans une famille qui sera très unie, qui saura le soutenir, etc. Sa maman, surtout, a été extrêmement proche de lui et très protectrice. Il a eu une grande sœur qui avait 2 ans de plus que lui, Émilie, et un frère, Franck, né 1 an après sa sœur, avec qui il a eu des rapports beaucoup moins proches, disons. Alors, deuxième drame dans le drame, c'est que la famille occupait un logement de fonction, et évidemment, le directeur étant mort, on a fait comprendre à la veuve qu'il fallait qu'elle déménage, et elle est partie à la ville voisine de Morges, que vous voyez, petite ville qui est en face du lac Léman, avec un site formidable. Je crois que c'était un site très naturel et très beau. Alors donc, on arrive à Morges. On arrive à Morges où toute l'enfance et l'adolescence d'Alexandre va se passer, et ce sera dans une maison, et une seule, maison qu'a acquise sa maman, qui venait d'être veuve. Elle a acquis cette grande maison que vous voyez là, et cette maison a pris le nom de Maison des Figuiers, et elle permettait l'accueil de jeunes filles suisses, allemandes, etc., enfin, de façon assez large, des filles de bonne famille, qu'on confiait donc à Madame Yersin pour leur éducation, les bonnes manières, etc. Une quinzaine de jeunes filles étaient donc accueillies dans cette maison, aux grandes dames d'ailleurs d'Alexandre, qui trouvait qu'elle prenait un peu trop de place dans la maison, d'abord physiquement et affectivement, qu'elle prenait un petit peu quelque chose de sa maman. Bien, et on verra que c'est peut-être une explication aussi à sa misogynie assez manifeste tout de même, à de nombreux égards. Voilà. Alors, il fut un très bon élève, beaucoup de facilité, trop peut-être aux yeux de ses enseignants, parce qu'ils avaient l'impression qu'il ne travaillait pas. En fait, il n'avait pas besoin de travailler énormément, mais il était toujours très actif. C'est-à-dire que, rentrant à la maison, il n'était jamais à ne rien faire. Ce n'était pas un rêveur. C'était un gros lecteur. Et il s'intéressait à tout. Il se promenait en solitaire dans la campagne quand il en a eu la possibilité, mais dès les 7-8 ans, apparemment, d'après certains documents, il partait tout seul dans la campagne. Sa maman était parfois un peu inquiète, mais il revenait trempé, mouillé, crotté, boueux, mais heureux, et rapportant souvent des échantillons de flore, des échantillons des insectes, etc., qu'il préparait ensuite à la maison pour faire des collections. On en parlera aussi. Donc, un amour de la nature, un amour de la science, des sciences naturelles au tout départ, un goût pour l'observation, et observation très minutieuse, et de l'exploration. Autre petite remarque, et là non plus, elle n'est pas sans importance, son éducation était une éducation assez austère, assez stricte. Ils appartenaient à une église évangélique qui était dite libre, qui venait en fait de la scission entre 2 églises protestantes. Mais enfin, bon, n'entrons pas dans les détails. C'était une église avec une petite communauté extrêmement soudée, et à laquelle la famille adhérait vraiment de façon très active.
tout ça n'empêchait pas que sa maman était pour lui extrêmement protectrice, extrêmement affectueuse, et que c'était, dans ses écrits on le voit, son point de repère, son point d'attache. Alors, il a fait des études, enfin, quand il est allé à l'école, c'était à Morges évidemment, et il est intéressant de noter que c'était en Suisse romande, donc il allait à l'école en français. Mais l'allemand était évidemment enseigné, et même si ce n'était pas sa langue maternelle, enfin celle qu'on parlait à la maison, etc., il était tout de même tout à fait capable de s'exprimer et de comprendre. Et puis c'était des études classiques, latin et grec, évidemment, bien sûr. Et comme vous le verrez, son bac, qu'il va passer au gymnasium de Lausanne, ce bac, c'était un bac de lettres. Voilà. Alors, parallèlement à son activité scolaire, sans problème donc, il avait des activités personnelles très, très développées. Il faisait donc, comme je l'évoquais tout à l'heure, collection d'insectes. Il faisait un herbier. Il s'intéressait aux sciences physiques également. Quand il était encore au collège, il a eu à faire un travail, je pense que ça devait être le prof de physique qui avait dû le demander, sur l'ozone. Bon. Et il avait fait un travail suffisamment intéressant pour que le prof le fasse publier dans une revue vaudoise de sciences. Voilà. Donc, vous voyez, un collégien. Voilà. Alors, une remarque importante, il y avait dans la famille deux amis assez proches. Le docteur Jain, qui était un ancien, qui était médecin généraliste, qui avait exercé à Aubonne, on en a parlé tout à l'heure, et qui était retraité à Morges. Et le docteur Morax, qui lui était en activité et qui soignait, qui était appelé quand les pensionnaires ou bien les membres de la famille Yersin avaient des soucis. Et ces deux personnes ont eu certainement une influence importante pour Alexandre, notamment dans ses choix, bon, peut-être sur ses orientations médicales et scientifiques, mais également pour les conseils sur les choix qu'il a eu à effectuer. Influence suffisante pour que Alexandre décide d'aller vers la voie des études médicales. Études médicales qui à l'époque étaient assez brèves, hein. Elles étaient, en France, elles étaient de 4 ans, avant de pouvoir présenter son doctorat. Et cette première année d'études, il l'a faite pas loin, puisque c'était l'Académie de Lausanne, qui avait une section médecine, mais section médecine qui ne poursuivait pas au-delà de la première année. Donc il a fait sa première année à Lausanne, et ensuite s'est posé le choix, alors où est-ce que je vais maintenant pour faire ma deuxième année? Et il y avait un débat dans lequel le docteur Jain lui conseillait d'aller à Paris, parce que l'auréole parisienne était grande, et le docteur Morax, qui lui, bien qu'ayant fait ses études de médecine à Paris, lui a dit, écoute, Marbourg, c'est formidable, il y a une excellente université, et finalement, c'est Marbourg qui a été choisi comme ville pour poursuite de ses études médicales. Le choix de Marbourg s'était également influencé parce que la famille avait connaissance d'un professeur de Marbourg qui était à l'université, qui s'appelait le professeur Vigan, ou Wilhelm Vigan, et qui avait accepté d'accueillir Alexandre dans son foyer. Donc ça facilitait tout de même grandement les choses, alors que Paris, c'était loin, etc. C'est peut-être ça qui a déterminé le choix. Alors Marbourg, vous voyez sur cette gravure du 19e, c'est une charmante petite ville.
10 000 habitants, c'est pas grand, hein, 10 000 habitants, mais tout de même une université célèbre qui attirait d'un peu partout en Allemagne des étudiants. Petite ville qui a un charme particulier dans la mesure où elle est située sur une colline avec un château. La petite ville, elle est située à 50 ou 70 km de Francfort, hein, je crois, dans la Hesse. Et donc le château domine, et puis il y a une cathédrale un peu plus bas, et il y a des maisons à colombage qui se répartissent sur la colline, et une rivière, la Lahn, qui l'entoure, et c'est vraiment très charmant. Voilà. Le voilà donc arrivé à Marbourg, où il est accueilli par le professeur Vigan. Grand professeur, austère, autoritaire également, sachant tout, professeur de philosophie, mais professeur de botanique aussi, c'est un peu curieux, mais c'est comme ça. Et le professeur Vigan a une épouse qui, elle, au contraire, est très effacée, très chaleureuse, et Alexandre s'est senti très bien dans cette famille, malgré le père autoritaire qui ne permettait à personne de parler à table. Lui seul avait le droit de parler. Bon. Il y avait aussi 2 enfants dans cette famille, un garçon qui a été un peu ami avec Alexandre, et 2 filles qu'il exécrait parce qu'elles se moquaient de lui pour son mauvais accent allemand et pour ses fautes grammaticales ou... enfin, bref, elles se moquaient de lui, et lui, ça a renforcé sa misogynie qui était déjà présente et sous-jacente. Alors il s'inscrit à la fac de médecine en 2e année, les diplômes de Lausanne étant reconnus en Allemagne. Et d'emblée, il montre que ce n'est pas un étudiant passif. C'est un étudiant, au contraire, disons, hyper actif et sollicitant toujours les enseignants pour aller plus loin et pour faire plus que le train-train habituel. Et passer les examens, il fallait bien le faire, mais lui, ce qui l'intéressait, c'était d'aller toujours plus loin. Et notamment, il y a un enseignant de chirurgie, un prof de chirurgie, qui s'occupait donc de la clinique chirurgicale et dont il était l'élève. Ce prof avait un fils qui, lui, venait d'être diplômé médecin, docteur, il avait son doctorat, et avec qui il a sympathisé. Et le fils a permis à Alexandre de venir assister à des interventions, ce que les autres élèves de médecine ne pouvaient pas faire. Et donc ce moyen-là a renforcé la passion qu'il a eue pour la médecine et pour la chirurgie. Il allait également, évidemment, dans les salles d'hospitalisation, et à cette époque, les enfants étaient mêlés aux adultes. Il n'y avait pas de secteur spécifique, ni de salle spécifique. Ils étaient au milieu de tout le monde, et lui a été d'emblée extrêmement touché par ces enfants malades et souffrants. Et déjà, d'emblée, il a montré qu'il avait une affectivité qui le conduisait à être très protecteur à leur égard. Et, par exemple, dans certaines lettres, il demande à sa mère de lui envoyer des gravures qu'il distribuait aux enfants ou qui lui servaient de support de communication avec eux. Alors c'était un travailleur acharné, c'était pas un glandeur du tout, et il avait rencontré un ancien condisciple de Lausanne, qui était à Marbourg étudiant, et qui aurait bien aimé qu'ils sortent ensemble, etc. Et lui, il a très rapidement compris que cet étudiant-là
était un fainéant. Et il le dit, enfin, il n'utilise pas ce mot-là, je ne me souviens plus le mot exact, mais et donc il l'a assez rapidement laissé tomber. En revanche, il a eu un autre ami qui n'était pas étudiant en médecine, mais qui était étudiant en autre chose, et avec qui il sympathisait beaucoup. Il sortait fréquemment dans ses balades dans la campagne, et il discutait avec lui longuement de divers sujets, jusqu'au jour où Madame Vigan l'a pris à part et elle lui a dit « Mon garçon, il ne faut plus que tu vois ça va te porter préjudice. » Et le motif était que ce garçon était juif. Et là, Alexandre découvre ce qu'est l'antisémitisme qui règne à ce moment-là en Allemagne, alors qu'au Pays de Vaud, ça n'existe plus du tout. Il y avait eu un antisémitisme, mais lui, il ne l'a jamais connu. C'était peut-être les siècles avant ou au début du 19e, je ne sais pas. Mais en tout cas, pour lui, c'était quelque chose d'incompréhensible. Et il n'a pas écouté Madame Vigan, il a continué à rester ami avec cet ami. Voilà, donc je souligne ça parce que je trouve que c'est intéressant. Alors, au cours de ces études, il y avait des périodes de 3 mois où se succédaient les diverses matières. Et donc, il a découvert il a développé auprès du prof d'anatomopathologie tout l'intérêt qu'avait cette discipline, et il s'est mis à faire des préparations microscopiques, des colorations, etc., qui ont attiré l'attention de son professeur, à tel point que son prof lui a demandé s'il voulait bien venir dans son laboratoire pour faire un certain nombre de choses, et notamment pour se décharger sur lui aussi d'un certain nombre de préparations destinées à ses cours. Et donc, vous voyez que ce n'est pas un élève passif, c'est vraiment un élève qui avait envie de faire les choses. Alors, l'anatomopathologie, il avait déjà un petit peu touché à ça, mais enfin bon, on ne va pas insister. Alors, le professeur Vigan, je vous ai dit, c'était un professeur qui avait la chaire de botanique. Et dans le cursus des études médicales, il y avait un cours de botanique. Et ce cours de botanique, il était accompagné, ou il consistait parfois uniquement, en promenade dans la campagne, promenade botanique. Et ça, Yersin détestait. Il aimait se promener tout seul, il aimait herboriser, mais marcher derrière ce professeur Vigan autoritaire, didactique, en tout cas pas ouvert à la discussion, il essayait d'échapper à ça. Or, le professeur Vigan s'en est aperçu et lui a dit « Mais il faut que tu viennes à mes promenades botaniques. » Et donc, certaines fois, il a été obligé, mais comme par hasard, il lui est arrivé de se perdre et de ne pas retrouver le groupe. Voilà. Alors, au cours des vacances de printemps, il a passé quelques jours à Berlin. Pourquoi Berlin? Parce que son frère, aîné d'1 an, était étudiant dans cette ville. Et donc, il a passé quelques jours avec son frère. Relation pas très serrée, comme je vous ai dit, mais ça lui a permis en tout cas de découvrir une ville dont l'animation l'a séduit, et dont l'extension aussi l'a surpris, c'est-à-dire qu'il fallait beaucoup marcher pour aller d'un endroit à l'autre, et ça c'était une grosse surprise, lui qui avait vécu toujours dans des espaces relativement restreints. Et il en profite aussi, alors là encore c'est incroyable, il ne connaît personne à Berlin, et il trouve moyen, alors je ne sais pas comment, je n'ai pas trouvé d'explication, mais en tout cas, il a réussi
a assisté à des interventions chirurgicales, à plusieurs interventions chirurgicales. Il est resté 4 ou 5 jours. Pendant ces 4 ou 5 jours, outre les visites qu'il a pu faire, il a réussi à aller dans les blocs. Voilà. Mais il n'est pas satisfait. Il n'est pas satisfait de ce qu'il fait à Marbourg parce qu'il trouve que l'enseignement théorique est trop théorique et qu'il n'y a pas de pratique, qu'on est trop éloigné de la pratique. Et il décide de chercher ailleurs. Or, cet ailleurs, ça va être Paris. Et on comprend que le docteur Morax, qui connaissait tout de même d'anciens condisciples, etc., à Paris, qui avait été lui-même formé à Paris, a probablement joué un rôle. Et il part donc à Paris avec une lettre de recommandation dans la poche pour un prof de Paris. Alors voilà, il arrive dans un Paris qui a terminé les bouleversements haussmanniens. Voilà, tous les trous sont bouchés, tout est beau, tout est propre. Il y a des grandes avenues et il découvre ça avec passion. Il y a encore des grands chantiers tout de même. Il y en a un dans le nord de Paris, c'est le chantier du Sacré-Cœur qui débute, puisque vous vous souvenez qu'après la guerre de 70, après la défaite de 70, il y a eu une souscription, etc. Bon, et ça a mis beaucoup de temps à se concrétiser, mais donc le chantier était ouvert et très actif. Et puis il y avait eu aussi une chose qui intéresse plus le domaine de la médecine, c'est l'école de médecine. Il y avait une vieille école de médecine, mais qui était vraiment très vieille, elle n'existe plus maintenant. Et ce qu'on appelle maintenant l'ancienne école de médecine à Paris, c'est celle-ci, qui était en voie d'achèvement, mais pas encore en fonction. Et donc, au cours de ses pérégrinations, il passe devant et il dit « Ah oui, ça l'intéresse, bien sûr ». Il dit dans une lettre à sa maman, je dis maman parce que toutes ces lettres commencent par « chère maman ». Et ça, toute sa vie, jusqu'à la mort de sa maman. La nouvelle, il passe devant l'école de médecine et il dit « La nouvelle est encore loin d'être achevée, l'ancienne a l'air bien vieille. » Voilà. Et effectivement, les images que j'ai trouvées, bon, je ne sais pas de quelle année elles étaient, mais ça semble presque une ruine. Voilà. Alors, il s'installe dans une pension de famille, au cœur de Paris, pas loin de la place Saint-Sulpice, rue Madame, vous savez, c'est une rue qui est parallèle à la place Saint-Sulpice, à la façade de la place Saint-Sulpice, mais depuis sa chambre, il voyait les tours, tout de même, qui dépassaient les immeubles voisins. Et donc il s'installe dans cette pension de famille, il fait des achats pour s'installer et il découvre le bon marché. Surprise aussi de voir la variété de l'offre, et c'est un endroit qu'il a bien apprécié. Et puis, avec son esprit systématique, il s'est mis à explorer Paris de façon systématique. Il avait son guide Baedeker en main, et systématiquement, il faisait quartier par quartier. Voilà. Mais son intérêt n'était pas spécialement les musées. Si, il est allé au musée du Louvre, bien sûr, où il a remarqué un tableau d'un peintre vaudois, Grèce, je crois, qui lui a beaucoup plu, qui l'a beaucoup touché. Il a parlé dans ses lettres uniquement de celui-là. Le reste, bon, il est passé rapidement. Il découvre l'animation, il découvre des tenues vestimentaires, des façons de l'art pileux de l'époque avec les moustaches et les petites barbes, etc. Voilà, il découvre tout ça. Infatigable curiosité, je marque, oui, et il aime bien errer aussi dans la ville. Voilà, alors, il n'est pas encore entré à la fac. Il est arrivé en octobre, mi-octobre à peu près, et là, il est encore dans la période où il s'installe. Il s'installe, il découvre. Et dans ses découvertes, il tient à visiter les hôpitaux, bien sûr. Et l'Hôtel-Dieu en premier.
mais comme le garde à l'entrée lui pose des questions, il lui dit « Qu'est-ce que vous venez faire ?» Bon, il ne sait pas quoi répondre. Je viens voir, il se fait jeter. Mais il remarque que pour la morgue, là, il n'y a pas de gardien, il y a les gens, les familles éplorées qui viennent voir leurs défunts, et que là, c'était un bon passage pour entrer. Il entre par la morgue et il visite l'Hôtel-Dieu. Bon, il visite pas les lieux de traitement, bien entendu. Alors, cet Hôtel-Dieu, je dois dire qu'il vient d'être mis en service 8 ans auparavant, car il y avait un ancien Hôtel-Dieu qui était extrêmement vétuste, qui était en bordure de Seine. Là, vous voyez les quais de Seine, et c'était juste derrière les quais, enfin derrière ce mur, il y avait un grand bâtiment linéaire le long de la Seine, moche, carrément moche, ils ont bien fait de le démolir. Et c'est derrière, au-delà du parvis de Notre-Dame, qu'a été construit le nouveau bâtiment qu'on connaît encore. Donc 1877, c'est la mise en œuvre, en fonction, pardon, de cet établissement qu'il découvre aussi, et où il commencera ses premiers pas en médecine, puisqu'il y sera étudiant. Alors, après toutes ces visites, ou pendant ces visites aussi, il intercale l'inscription en fac. Il faut d'abord qu'il fasse valider ses diplômes de Lausanne et de Marbourg. Une fois que tout ça est fait, il entre en 3e année. Je vous rappelle, il y a 4 ans d'études de médecine seulement. Et il va voir le professeur Cornille, avec la lettre que lui a donnée, la lettre d'introduction que lui a donnée le docteur Morax, et le professeur Cornille l'accepte évidemment. À ce moment-là, les étudiants sollicitaient les patrons pour entrer dans leur équipe, pour entrer dans leur service, où se faisaient les enseignements cliniques, théoriques, etc. Et donc, il est accepté dans le service du professeur Cornille, qui assure la coordination des cours, des stages cliniques, etc. Mais le professeur Cornille est également anatomopathologiste. Et il a un laboratoire d'anapathe dans lequel il travaille tous les jours à mi-temps, disons. Hein. Et comme toujours, Alexandre, passionné par le domaine anapathe, en profite pour s'introduire dans ce labo. Et il s'introduit si bien que Cornille finit par lui donner porte ouverte, lui laisser porte ouverte pour qu'il vienne. Et Alexandre suivait les cours, faisait ses activités cliniques, mais en plus travaillait régulièrement au laboratoire. Là, son professeur Cornille lui demandait de faire des préparations pour ses cours, là encore, de lui traduire des articles allemands en français, parce que Cornille ne parlait pas l'allemand, et donc il était bien content d'avoir un traducteur. Voilà. Alors, il se fait remarquer comme un étudiant doué et un étudiant actif. Actif suffisamment pour qu'on lui confie un secteur dans lequel les malades enragés, c'est-à-dire atteints de rage après une morsure, excusez-moi, je retire, des malades ayant été mordus, ayant donc des plaies nécessitant des soins, mais n'ayant pas la rage, bien sûr, puisqu'ils étaient pris également pour le traitement prophylactique par vaccination par Pasteur. On va reparler de cela très bientôt. Donc on lui donne là une activité, en tout cas, bon, il y avait évidemment les seniors qui géraient, mais lui, il était dans cette salle des patients mordus par un animal enragé. Alors c'est d'ailleurs au cours d'une autopsie, en salle d'autopsie, qu'il voit pour la première fois
un membre de l'équipe de Pasteur, Pasteur dont il a entendu parler, évidemment. Pasteur, à cette époque, on en parlait partout. Les journaux tenaient informés de ses travaux, de ses concepts modernes, et donc il devait être au courant. Là, on n'en trouve pas de traces précises, mais il ne pouvait pas ne pas être au courant. Et il rencontre Émile Roux, qu'il ne connaissait pas, et je crois qu'il ne connaissait même pas son nom, au cours d'une autopsie, parce que Émile Roux était venu pour venir en salle d'autopsie d'un malade qui était mort, lui, de la rage. Il n'avait pas dû être traité, lui. Et immédiatement, il y a eu une étincelle qui s'est faite entre les deux personnages. Émile Roux a vu que c'était quelqu'un de très actif, de très intéressé et de très malin. Si bien qu'il a dû lui proposer, on peut l'imaginer, on n'en a pas la trace exacte, mais de venir à son laboratoire. À l'époque, il n'y avait pas d'Institut Pasteur. Il y avait un laboratoire dans lequel travaillaient Louis Pasteur et ses collaborateurs, qui étaient à l'école normale, puisque Pasteur, il a été à l'école normale, il a été diplômé de l'école normale supérieure, et il est devenu également directeur de l'école normale, rue d'Ulm, et il avait un petit cagibi où il faisait tous ses travaux dans des conditions incroyables, parce que, franchement, ce n'était pas digne. Et donc, il avait d'autres collaborateurs, dont Émile Roux, qui avait installé alors dans un établissement d'une rue voisine, un ancien collège, je crois, qui était désaffecté et que la ville a accepté de mettre à disposition, où ils ont installé les animaleries pour les gros animaux, les petits animaux, des laboratoires, etc. Et également des logements. C'était rue Vauquelin, et donc notre Alexandre va venir de plus en plus souvent, puis après régulièrement, tous les jours. Je pense qu'il avait dû un petit peu abandonner le labo du docteur Cornille, d'autant que, vous le verrez, il va changer d'établissement au cours de son cursus estudiantin. En effet, il a préparé la troisième année et au bout de la troisième année, il a passé le concours de l'externat des hôpitaux de Paris et il a été reçu, on ne sait pas exactement à quel grade, à quel rang, mais peu importe, et il a comme premier stage un stage dans le service du professeur Grancher à l'hôpital des enfants malades. Alors là, je vous ai mis une photo d'époque, c'est l'entrée de l'hôpital des enfants malades que vous voyez ici, avec les personnes, et vous voyez les costumes, vous voyez les grandes robes, vous voyez les chapeaux melons, les chapeaux... bon, vous voyez les chapeaux. Voilà, alors, on peut se poser la question, bon, cet étudiant en médecine qui va devenir un membre de l'Institut Pasteur, comment s'est-il débrouillé pour entrer dans cette équipe? Parce que, bon, c'était pas si évident que ça. Alors, la première question qu'on se pose, c'est quand a-t-il rencontré Louis Pasteur pour la première fois? Eh bien, la première fois, c'est à sa demande, Alexandre, en parlant avec un chef de clinique de l'hôpital des enfants malades, Rémi. Ce chef de clinique lui a dit « Ah ben moi je vais de temps en temps chez Pasteur, etc. C'est intéressant. Et j'ai même rencontré Pasteur. Bon, je le connais. » Et Alexandre lui dit « Bon, bah tu m'introduis. Allez, emmène-moi. » Et donc, il y a un épisode assez savoureux où, emmené par son collègue Rémi, Alexandre Yersin va rue d'Ulm, à ce moment-là, où travaillait Pasteur, pour les séances de vaccination antirabique.
Et donc là, c'est assez savoureux parce que le chef de clinique, en fait, Pasteur l'avait vu, mais ne le connaissait pas vraiment. Et donc, ils encombraient un peu le couloir. Le couloir était rempli de patients en attente d'être vaccinés. Et Pasteur appelait les patients les uns après les autres. Il y avait une liste, il les appelait. Et donc, ces deux nouveaux venus l'embêtaient. Il a dit, mais qu'est-ce que vous fichez là, vous Et donc, Rémi a dit, mais... Et mon ami... donc, Pasteur les a laissés entrer. Et quand ils sont ressortis, Yersin est allé saluer Pasteur en lui faisant une petite phrase qu'il a citée dans une lettre, mais bon, le remerciant, voilà. Le remerciant de sa bienveillance. Bon. Et je crois qu'il renforçait ainsi son attraction pour la recherche. Parce qu'il avait une grande admiration pour Pasteur et tout ce qu'il avait fait jusque-là. Voilà. Alors, Pasteur, à cette même époque, tout n'était pas rose pour lui. Je vous rappelle, là, on est en avril 86. Pasteur a fait le premier traitement antirabique en 85, donc 6 mois avant, mettons, grosso modo, à Joseph Mester, ce jeune garçon qui s'était fait mordre, etc., et qui, grâce à la vaccination, qui a été un succès, le premier, n'a pas développé la rage, alors que l'animal était vraiment enragé. Et le pauvre Pasteur devait faire face à l'Académie des sciences à des détracteurs qui disaient que tout ça c'était des histoires, que c'était pas vrai, que les maladies infectieuses ça naissait comme ça, c'est la génération spontanée, et que ces bestioles dont parlait Pasteur, c'est une vue de l'esprit. Et ça a interrogé Alexandre qui a dit il faut absolument que j'entre dans cette équipe. Alors, après la première rencontre avec Émile Roux en salle d'autopsie, après avoir fait de nombreuses visites au laboratoire de la rue d'Ulm, se rendant utile pour des petites choses, par exemple, lorsque un membre de l'équipe était manquant pour tenir les patients. Bon, pour les patients, on les tenait. Je ne sais pas, parce que l'injection devait être assez volumineuse, et donc... Lui, il ne demandait rien à personne, il aidait, il remplaçait. Et donc, il s'est rendu un petit peu de plus en plus utile et accepté. Et ses rapports personnels avec Émile Roux se sont développés à tel point qu'un beau jour, Émile Roux lui dit « Mais est-ce que vous, je ne sais pas si vous voyez, vous voyez, hein, est-ce que vous voulez bien devenir mon préparateur ?» Alors le préparateur, c'était l'assistant en fait. Le terme préparateur est un peu réducteur. Et il lui propose un petit émolument, mais très très modeste, parce que Roux le faisait à titre personnel. Il prenait un assistant personnel qui rémunérait sur ses propres deniers. Alexandre Yersin saute sur l'occasion et il devient le préparateur personnel de Roux à partir de janvier 87. À ce moment-là, rue Vauquelin, donc le bâtiment annexe dont je parlais, bâtiment annexe de la rue d'Ulm, il déménage de sa petite chambre de la rue Madame pour s'installer dans une chambre dans un des bâtiments de logement rue Vauquelin, à côté des laboratoires et des animaleries. Voilà, alors, je vous rappelle la situation. Il vient d'être nommé externe en décembre précédent. Il est chez le professeur Grancher, qui a un service clinique et un laboratoire à l'hôpital des enfants malades, et en même temps,
il a une fonction de préparateur personnel d'Émile Roux, et il y va évidemment tous les jours, et il partage son temps d'activité dans la journée entre les cours, la clinique et le laboratoire. Alors, à cette époque, il y avait 2 maladies qui représentaient un très fort pourcentage de séjours à l'hôpital. Ces 2 maladies, c'était la diphtérie, qui touchait surtout les enfants, et une maladie infectieuse dont malheureusement on ne connaissait pas le traitement, et simplement c'est une maladie infectieuse qui donne un développement dans le pharynx de fausses membranes qui obstruent progressivement les voies respiratoires, si bien qu'il conduit à l'asphyxie. Et le traitement, c'est la trachéotomie, c'est-à-dire on court-circuite l'entrée de l'air en faisant une incision et en ouvrant la trachée pour mettre un petit tuyau et permettre aux enfants de respirer. Et c'est tout. Toutes les autres manifestations, notamment nerveuses, etc., on n'y faisait rien. On soignait les enfants pour qu'ils soient hydratés, qu'ils ne souffrent pas trop, qu'ils n'aient pas de fièvre. Mais voilà. Donc, Yersin, très sensibilisé à la souffrance infantile, est évidemment extrêmement choqué par tout ça, et il va faire le forcing auprès d'Émile Roux, qui lui travaille sur d'autres sujets, notamment la tuberculose, pour que Roux se lance dans des études sur la diphtérie pour progresser. Ils n'ont aucune idée de ce qu'ils vont pouvoir faire, mais c'est Yersin qui, par la discussion, finit par persuader Roux de travailler là-dessus. Je crois que j'ai noté une phrase dans une de ses lettres à sa maman. Il dit « J'ai fini par décider, monsieur Roux, à ce que nous travaillions sur la diphtérie en même temps que sur la tuberculose. Je me réjouis de ce travail que nous faisons dans le plus grand secret. Monsieur Pasteur n'en sait rien, ni aucun préparateur. » Vous voyez, la collaboration dans les équipes était un petit peu défaillante, mais voilà. Donc c'est vraiment l'initiative de Yersin pour s'occuper, bon, je vous rappelle, il est étudiant, alors là, oui, il est encore en troisième année ou en quatrième, je ne sais plus. Mais enfin, il est encore étudiant. Bon, c'est tout de même pas mal. Voilà. Alors, il travaille également sur la tuberculose, puisque c'était le sujet principal d'Émile Roux, et il est probable qu'il avait déjà publié, 1 an avant, un premier travail qui n'a pas fait date, hein, parce que c'était sur les antiseptiques pour détruire le bacille. Donc, un échec, mais il a tout de même publié un article déjà, alors qu'il était étudiant. Alors, il est probable que Roux lui a proposé ou lui a conseillé de faire sa thèse sur la tuberculose, et Yersin a fait un merveilleux travail qui a fait date pour des décennies sur la tuberculose expérimentale, expliquant comment se développe le granulome tuberculeux qui est caractéristique. Bon, je ne vais pas entrer, c'est pas un cours de médecine, donc on passe. Mais il a fait donc un travail très original qui a marqué dans l'histoire de la tuberculose et qu'il a pu publier, dans voilà son travail. Bon, j'ai mis là une page et puis une page de photos, parce que il a tiré sa thèse en 120 exemplaires. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Ça lui a ruiné ses finances, certainement. 1888, il a soutenu sa thèse en mai 88. Et donc, il y avait aussi la reproduction d'images microscopiques qui, à cette époque, étaient très onéreux. Alors, il a réduit le nombre de pages, mais il y a eu
5 planches tout de même. Bon, voilà, beau travail. Voilà, je reviens en arrière. Voilà. Alors, il passe sa thèse, il la présente, il la publie dans les annales de l'Institut Pasteur et en 120 exemplaires. Et puis, immédiatement après le passage de la soutenance de thèse, Roux lui donne une mission. Le lendemain, il part à Berlin. Pourquoi Berlin? Pour s'inscrire au cours de bactériologie, on disait microbie à l'époque, de microbie technique, sous les augures du professeur Koch, le célèbre professeur Koch. Et Roux avait une petite idée, c'est de faire à l'Institut Pasteur, enfin, dans leur équipe, puisque l'Institut n'existait pas encore, de faire un cours de microbiologie. Et n'ayant pas encore d'idée très très précise sur la manière dont ça pouvait fonctionner et sur comment organiser tout ça, il a envoyé en mission Alexandre Yersin. C'était pas un espion, hein, c'était pas un espion du tout, mais il avait appris la bactériologie au contact de Roux et en lisant, en travaillant, en pratiquant. Et là, il allait suivre un cours théorique de la plus grande équipe de bactériologie à l'époque, qui était Koch à Berlin. Alors là, je vous ai mis les 2 premières pages de son... C'est un homme très méticuleux. Il avait des cahiers et tout était écrit, à la main évidemment. Et ce cahier, qui fait une 50aine de pages, je crois, je vous en ai mis 2 pages sur la droite, sur laquelle, vous voyez, il a même dessiné le plan avec les différents secteurs, etc., en décrivant le plan des cours et toutes les méthodes, etc. Voilà. Il est revenu donc à Paris pour ensuite aider Émile Roux à organiser son enseignement de microbie, comme on disait. Voilà. Alors, là, excusez-moi. Voilà. Parlons maintenant de la naissance de l'Institut Pasteur, parce que, pour le moment, je vous rappelle, c'est rue d'Ulm et rue Vauquelin que se passent les choses, et il y a un nouveau besoin qui vient de se présenter, c'est celui du traitement préventif du développement de la rage chez les malades mordus. Alors, en mars 86, donc c'est en 85 qu'il y a eu le premier traitement, immédiatement, comme ça marchait bien, vous avez vu qu'il y avait des séances de vaccination pour tous les mordus qui venaient d'un peu partout, qui venaient de partout en France, mais également partout d'Europe, de Russie aussi en particulier. Et en mars 86, Louis Pasteur fait la publication, enfin la présentation à l'Académie des sciences du succès de cette thérapie tout à fait nouvelle, et il présente les résultats de 350 patients traités jusqu'alors, jusqu'à la date de la présentation à l'Académie, 350 mordus qui ont été traités, un seul décès, alors que chez les patients habituellement, ce n'était pas un essai comparatif, bien entendu, chez les patients mordus par un chien enragé ou un animal enragé, c'était 100% de mortalité. Donc, il passait d'une mortalité de 100% à une mortalité de 0,3%. C'était pas mal. Mais ça ne désarmait pas tout de même ces contradicteurs à l'Académie des sciences. Mystère. Voilà. Alors, à la suite de cette présentation, Louis Pasteur terminait sa présentation en disant « Il y a donc lieu de créer un établissement vaccinal contre la rage. »
Point. Terminé. Une souscription est lancée dans la population par la Banque de France pour dire apportez-nous des fonds, on va créer cet institut. Ils ont eu beaucoup de chance et beaucoup de finesse. D'abord, il y a eu deux donateurs, le tsar de Russie et l'empereur du Brésil, oui c'était un empereur, je ne savais plus exactement qui c'était, et qui ont fait des dons conséquents, et ils annonçaient que seront publiés les noms de tous les donateurs au JO. Ça favorise les choses tout de même. Avoir son nom au journal officiel comme donateur d'un institut sur la rage, c'était pas mal. Alors là, les choses s'enchaînent très rapidement. La décision par le Conseil de la ville de Paris se fait à la fin de l'année. L'achat du terrain est conclu et les travaux commencent très rapidement en 1887 avec une inauguration qui a eu lieu en novembre 88. Novembre 88. C'était prévu en septembre et puis bon, ça a été reporté en novembre 88. Alors vous avez ici une image de cette inauguration avec tous ces messieurs et dames avec des politiques, etc., qui viennent pour l'inauguration. À noter que le pauvre Yersin et le pauvre Roux n'ont pas été admis dans la salle. Il n'y avait pas assez de place. Et il était beaucoup plus important d'avoir le soutien des politiques, etc. Voilà. Alors, c'est en janvier 89 que Yersin déménage de sa rue Vauquelin. Il prend une chambre dans l'établissement vide. C'est lui le premier habitant. Et en février, ils font le déménagement des laboratoires de la rue d'Ulm et de la rue Vauquelin vers ce nouvel institut et l'activité commence à ce moment-là. Voilà. Alors, il est intéressant de noter que son activité scientifique et médicale n'était pas mineure. En 3 ans, 88, 89, 90, il a publié 3 fois des articles majeurs sur la compréhension de ce qu'est la diphtérie. Le premier article, c'était la preuve que le bacille de Leffler était vraiment responsable de cette maladie, alors que les découvreurs de la bactérie eux-mêmes n'avaient pas réussi à en faire la preuve absolue. Deuxièmement, voilà, alors là, je vous mets les annales de l'Institut Pasteur, vous voyez, contribution à l'étude. Voilà, bon. Donc, la deuxième publication, c'est sur le fait que le microbe se trouve dans les fausses membranes et que ce n'est pas le microbe lui-même qui est responsable des symptômes de la maladie, mais que c'est une substance toxique, une toxine, la toxine diphtérique, qui est responsable de toutes les conséquences sur l'organisme. La troisième publication, c'est sur la façon de prendre en charge ces patients, comment faire la preuve, si on est dans le doute, les prélèvements systématiques des fausses membranes, etc., l'isolement, bon, etc., etc. Donc, majeur, ce n'est pas eux qui ont créé la sérothérapie antidiphtérique, ni la vaccination, mais ils ont fait le pas initial pour ouvrir vers ces thérapies majeures. Alors, on est donc en 1889, pardon. Je ne sais pas si je vous ai parlé, oui, si j'ai parlé des cours, oui, j'ai sauté ça. Donc, il avait été à Berlin pour
envisagé l'organisation des cours de microbie. Et avec Roux, c'est Roux qui faisait ces cours, il y a eu 5 sessions dans lesquelles Yersin était le préparateur, c'est-à-dire l'assistant uniquement, il préparait tout ce qu'il fallait pour que l'enseignement soit effectif. Et ensuite, pour la 5e session, il a été lui-même responsable de la totalité des cours. Et donc, il venait d'avoir sa thèse, hein, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Il venait d'avoir sa thèse. Bon. Alors, pourquoi a-t-il pris la responsabilité totale des cours? C'est un peu contraint et forcé. En fait, il n'aime pas enseigner. Il déteste enseigner. Il est méprisant même. Il a certaines expressions qui ne sont pas très très gentilles dans ses lettres à sa mère où il parle de certains des élèves. Certains des élèves, par parenthèse, il y avait 15 élèves à peu près, 15 élèves par session, plus des auditeurs libres entre 4 et 8. C'était des médecins, des vétérinaires, bon, c'était des gens déjà diplômés, ce n'étaient pas des étudiants. Les auditeurs libres, en revanche, étaient souvent des étudiants. Voilà. Et donc, il y avait beaucoup d'étrangers. Au départ, il y en avait 3 ou 4 à la première session. Et puis après, à la dernière session, ils étaient majoritaires, les étrangers. Ils venaient du monde entier. Et notamment de Russie, où on a demandé ensuite à Pasteur s'il acceptait de créer un institut Pasteur à Saint-Pétersbourg. Bon, c'est une autre histoire, on ne va pas en parler aujourd'hui. Voilà, donc Yersin était assistant pour les premières sessions et a tout fait pour la dernière. Roux, malade, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, Roux a eu une incapacité totale de parler parce que sa parole lui provoquait des accès de toux et il faisait ce qu'on appelle des hémoptysies, ça veut dire des crachats remplis de sang. Et donc, les médecins à l'époque, bon, on a cherché si c'était une tuberculose, puisque la tuberculose, tout de même, ils travaillaient dessus et que c'était tout de même une maladie majeure à l'époque. Et ce n'était pas la tuberculose, mais non, qu'est-ce que c'était, on n'en sait rien. En tout cas, on lui a recommandé de rester couché, il prenait des hémostatiques de l'époque, etc. Et, bon, il faisait un minimum de choses et surtout, il ne parlait plus. On lui interdisait de parler. Donc faire des cours, ce n'était pas possible. Et puis il était vraiment très très fatigué. Et il a été accueilli par le couple des Metsnikov, qui étaient donc lui était un médecin russe qui s'était exilé, une histoire assez complexe, mais un grand bonhomme aussi dans cette équipe, découvreur de la phagocytose. Je ne sais pas si ça dit, à certains d'entre vous, ça dit quelque chose, oui. En tout cas, il a été accueilli avec beaucoup d'affection et d'amitié par ce couple, et qui lui a donné une chambre dans leur appartement qui était rue du Thau, à côté de l'Institut Pasteur. À l'époque, c'était rue du Thau, maintenant c'est rue du Docteur Roux, on comprend pourquoi. Et donc, malgré cette maladie, Émile Roux continuait tout de même à gérer à distance, à gérer son laboratoire, à faire venir les collaborateurs pour être tenu au courant de l'évolution, pour les critiques. Et toute la communication s'effectuait par des petits papiers ou par ce qu'il écrivait dans un cahier qu'on appelle maintenant le cahier Metsnikov, mais à l'époque c'était un cahier en fait qui a été retrouvé dans ses archives après sa mort de Metsnikov, dans lequel il avait écrit des notes de laboratoire. Et puis, il y avait seulement les 20 premières pages qui étaient occupées par ces notes de laboratoire, et tout le reste du cahier, qui devait être assez épais, il n'y avait rien, c'était des pages blanches. Comme il était accueilli chez les Metsnikov, il a dû réclamer d'avoir quelque chose pour écrire et pour communiquer par écrit. On lui a donné ce cahier.
Et donc, ça a été une découverte après la mort de Metchnikoff. Et il y a eu un médecin, Nicole, qui a repris tout ça, qui a transcrit, qui a écrit. Bon, c'est passionnant. C'est passionnant parce que ça nous découvre le bonhomme qui était Roux. C'était un bonhomme autoritaire, mais c'était en même temps un bonhomme très rationnel, très rigoureux. Et dans ses cahiers, on découvre qu'il a bagarré avec Yersin pour le convaincre de faire plus d'enseignement, parce qu'il devait se sentir déjà malade au cours des premières sessions. Il devait se sentir malade. Ces sessions se succédaient très rapidement, puisque c'était 6 à 8 semaines chaque session. Et donc ça s'est passé en 89-90, pardon. Et donc, il bagarrait avec Yersin, qui lui freinait des 4 fers. Il voulait bien assister, il voulait bien préparer, mais il ne voulait pas prendre la responsabilité. Et finalement, il a accepté à la 4e session de faire un certain nombre de cours en remplacement. Et puis quand Émile Roux a été complètement incapable de poursuivre, là, il a été bien obligé de le faire. Et là, il y a un petit texte que je vais essayer de retrouver. Non, je ne le retrouve pas, c'est dommage. Je vous le montrerai. Il viendra sûrement plus tard. Sur un petit papier, Roux lui dit... oui, il est probable que Yersin lui avait dit « Bon, pour vous faire plaisir, je vais en faire quelques-uns. » Et Roux lui dit « Il n'est pas question de me faire plaisir. C'est l'intérêt de la boîte. » Il dit ça, la boîte. C'est l'intérêt de la boîte. Vous devez prendre en responsabilité. Bon, le pauvre Alexandre, malgré ses réticences, a fini par accepter et par les faire. Et à son premier cours de la 5e session, Louis Pasteur a assisté. Louis Pasteur admirait aussi son élève, son très jeune élève, puisque Louis Pasteur, lui, il était déjà à un âge avancé, il était à 6 ans de son décès, là, et il était très handicapé, etc. Mais il avait vu les qualités de ce chercheur, et il avait voulu le réconforter, parce qu'il était au courant, évidemment, des réticences de Yersin, et il l'a félicité, il lui a dit « c'est bien, continuez », etc. Donc, bon, c'était pour lui quelque chose d'important. Alors, une chose très importante aussi, dans l'évolution du cursus de Yersin, ça a été l'exposition universelle à Paris. Ce n'était pas la première, c'était la 4e ou 5e, je crois. Et cette exposition universelle, qui était de mai à octobre, a eu un succès énorme. Elle a eu un succès énorme puisqu'il y a eu 32 millions de visiteurs. 32 millions de visiteurs, je ne sais pas si vous vous rendez compte ce que ça représente. Et c'était immense, les sites. Il y avait 3 sites, le Champ de Mars. Alors, vous avez, voilà, là, vous voyez la Tour Eiffel qui a été achevée suffisamment à temps, en 2-3 ans. D'ailleurs, dans ses lettres, Yersin parle à sa mère de l'évolution, en disant « Ah, on en est là, on en est là, on en est là, ça monte, ça monte. » Et cette Tour Eiffel, totalement décriée par certains qui disaient si ça tombe, ça va écraser Notre-Dame, si ceci, si cela. Enfin, elle a suscité un enthousiasme incroyable alors qu'elle avait été initialement complètement refusée et rejetée par une grande partie de la population. Alors, le Champ de Mars était donc l'un des sites avec des bâtiments que vous voyez encadrer la terre et notamment au fond la galerie des machines qui a fait une très très forte impression sur le public. Il y avait donc le Champ de Mars, il y avait également l'esplanade des Invalides, et c'est sur cette esplanade qu'il y avait les pavillons correspondant au ministère de la Guerre et à tout ce qui concernait les colonies. C'était
il n'y avait pas de ministère des colonies à l'époque encore. Et enfin, il y avait sur les quais de la Seine, entre les Invalides et le Champ de Mars, il y avait des pavillons également pour l'agriculture. Voilà, donc il a été certainement plus d'une vingtaine de fois visité pendant de très longues heures ces bâtiments. Il a exploré tout ça avec passion. Et certaines fois, la première fois, il a été accompagné d'un préparateur de l'Institut Pasteur. Et puis une autre fois, il a visité avec la fille du docteur Jain, vous savez, de Morges. Sa mère espérait peut-être que quelque chose se fasse pour un mariage ou quelque chose comme ça, mais ça n'a pas intéressé du tout la fille Jain. Et Alexandre Yersin, sur le sujet, était pas très enthousiaste non plus pour le mariage. Il a exprimé en disant « j'ai des tas de choses à faire et pour le moment, il n'en est pas question ». Bon, ok. Alors, dans les visites, j'ai mis cette photo parce qu'il y avait un pavillon du Vietnam. Voilà. Donc, il était intéressant de le montrer. Et voilà maintenant la galerie des machines, énorme bâtiment, avec une architecture révolutionnaire, puisque vous voyez aucun pilier, un espace d'exposition absolument fantastique, avec une hauteur permettant de mettre des machines, etc. Ça a fait une admiration dans le monde entier. Voilà. Alors, je vais vous montrer, voilà, je vois que la lettre, le petit papier, il s'est déplacé, je ne sais pas pourquoi. Voilà le petit papier. Vous avez là l'écriture d'Émile Roux. Il ne faut pas parler ainsi. Je ne désire pas. Mon désir ne signifie rien. C'est l'intérêt de l'Institut, il allait marquer autre chose qu'il a rayé, qu'il faut voir pour le faire convenablement. C'est une lourde tâche, mais il faut que les élèves profitent. Voilà. Tâtez-vous et décidez. Ce n'est pas une affaire de plaisir à me faire ou non, c'est l'intérêt supérieur de la boîte qu'il faut envisager. Ah, vous voyez un peu le rapport un peu tendu tout de même entre les deux personnages. Roux a 10 ans de plus, 8 ou 10 ans de plus que Yersin. Alors, je vais revenir en arrière. Voilà. Alors, l'exposition universelle, Yersin l'a visitée après la 4e session de cours. Et après la 5e session, il est parti en vacances. Parti chez lui, à Morges. Il aimait beaucoup retourner auprès de sa mère, revoir les lieux de son enfance, etc. Au retour de Morges, Roux espérait que le vague à l'âme de son élève allait passer. Eh bien, pas du tout, parce que Yersin, dès qu'il est rentré, il a demandé à Roux un congé d'une semaine, pour aller où? En Normandie. Alors là, incompréhension complète de Roux, qui est un acharné de travail et qui ne comprend pas que parfois le burn-out, ça n'existait pas à l'époque, mais j'imagine que c'était ça, pouvait empêcher les gens d'être efficaces. Bon, bref, il va en Normandie, il découvre la Normandie qu'il sillonne à vélo, à pied, au bord de la mer, il voit les pêcheurs, il les accompagne parfois en mer. C'est formidable, il est vraiment complètement séduit par cet environnement. Alors, oui, alors là, les vacances à Morges, je les ai un peu déplacées, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Donc, finalement, après le séjour en Normandie, Yersin reste toujours sur une interrogation.
qu'est-ce que je veux faire? Et on sent qu'il en a ras-le-bol, disons, du laboratoire, etc. Malgré tous ses succès, ses travaux sur la diphtérie, sur la tuberculose qui font date, voilà. Les tensions avec Émile Roux se multiplient. Ils ont des disputes incessantes. Et dans une lettre à sa mère, il dit « Je n'ai encore absolument rien décidé. » Bon. Et finalement, il décide de demander à Pasteur un congé d'1 an à partir de l'automne. Et en même temps, il dépose une candidature aux Messageries maritimes avec une lettre de recommandation de Pasteur qui n'a pas pu faire autrement que de la lui donner, mais qui est une lettre qui est bon, positive, mais pas enthousiaste. Voilà. Pasteur comprenait qu'il ne retiendrait pas cet élève et il espérait qu'après 1 an passé ailleurs, il reviendrait dans le giron. Alors, cette lettre de recommandation de Pasteur n'était certainement pas suffisante et Yersin fait marcher un piston, un cousin qui connaissait un administrateur aux Messageries maritimes, etc. Et il obtient enfin l'accord, mais sans qu'il sache où il va partir. Et ce n'est que le 13 septembre, donc mi-septembre, qu'il apprend qu'il est affecté aux lignes des Messageries maritimes en Indochine. Alors, il fait ses bagages, il emporte son microscope et sa trousse de chirurgie, des bouquins, en veux-tu, en voilà. Et surtout, il est très consciencieux et il sait qu'il n'a pas la pratique médicale parce que le laboratoire l'a tout de même beaucoup absorbé dans la dernière année. Et il fait des stages de formation pratique dans divers domaines, dont notamment de la chirurgie, de l'ophtalmologie, de la dermatologie, etc. Voilà, alors à Marseille, il se prépare au départ et il va à l'agence des Messageries maritimes, on lui remet le règlement de bord, on lui explique un petit peu quel est le rôle du médecin et quelles sont ses obligations. Il se fait faire un costume, ce sera le seul uniforme qu'il portera de sa vie d'ailleurs, bien qu'il soit entré ensuite dans la coloniale, mais enfin, bon. Il achète des jumelles de marine, voilà, vous comprendrez pourquoi. Et le 21 septembre 1890, il embarque sur l'Oxus qui va faire le trajet jusqu'à Shanghai, etc., et le Japon, mais lui, il s'arrêtera à Saïgon. Il a une commune cabine avec un confrère, médecin, et donc il y a sur le bateau 410 passagers, dont plus de la moitié sont des soldats et également des religieux. C'est le départ pour Saïgon. Alors, la question c'est, ce départ pour l'Indochine, qu'est-ce que ça va être dans sa carrière? Est-ce que c'est vraiment une rupture complète ou est-ce que c'est vraiment une nouvelle vie? La suite au prochain numéro, dira-t-on. Je vous montre l'Oxus. Voilà, il est pas mal l'Oxus. Voilà, l'Oxus à Marseille. Voilà. Bon, ben j'ai été trop long. J'ai été trop long. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez nous rejoindre à l'Université du temps libre de Tarbes et de Bigorre à l'adresse utl-tb.info. Vous pouvez aussi nous encourager en cliquant sur le pouce vers le haut. Les commentaires de soutien sont également les bienvenus. Et n'oubliez pas, si ce n'est déjà fait, de vous abonner. Merci et à bientôt.